Bonjour, bienvenue au cours d'introduction à l'optimisation. Aujourd'hui, nous allons étudier l'optimisation bayésienne. Dans un chapitre précédent, nous avons étudié les méthodes stochastiques. Nous avions alors vu que l'optimisation pouvait être mise en analogie avec la recherche de la vue globale dans une grotte à partir d'images très partielles de l'ensemble de ce que nous regardons. En effet, de la même manière qu'en regardant des images très partielles et fractionnées de la grotte, en optimisation, nous essayons de reconstruire le comportement global d'une fonction à partir des vues partielles. Comme nous avons vu, nous reconstruisons une image à partir des données observées. Mais cette image peut être trompeuse. Nous avions alors constaté qu'il était nécessaire d'obtenir des informations sur le comportement global de la fonction objectif que nous souhaitons minimiser. En découlait la nécessité d'explorer la région admissible pour collecter ce type d'informations. Nous avions examiné des méthodes d'exploration aléatoires qui tendaient à fournir ce type d'informations. Nous avions alors vu la malédiction de la dimensionnalité. Au fur et à mesure que la dimension du problème augmente, il devient de plus en plus difficile d'obtenir ces informations. Pour améliorer la recherche aléatoire des points, certains chercheurs ont développé une méthode d'exploration dite bayésienne. Cette méthode était à l'origine basée sur les principes bayésiens. De nos jours, elle s'est généralisée en méthode d'optimisation séquentielle. Elle peut être comparée à la méthode de krigeage ou, dans les cas déterministes, la méthode SQP ou à l'optimisation par plan d'expérience. Dans tous ces cas, on va chercher à collecter des informations sur la fonction à minimiser à l'aide des points qu'on va générer et en utilisant des méthodes locales pour décider quel sera le nouveau point à explorer. Dans toutes ces méthodes, nous avons un certain nombre de points déjà observés, xi, fi, i allant de 1 jusqu'à n. Et on construit une approximation de f en utilisant ces informations. Les méthodes diffèrent par la manière de calculer l'approximation, de l'actualiser et aussi par celle de déterminer les nouveaux points d'exploration. Les méthodes dites bayésiennes reposent sur ces mêmes principes. On dispose d'un certain nombre de données déjà observées sur la valeur de la fonction et d'une approximation de cette fonction. On génère un point supplémentaire. Ces points nous permettent de construire une nouvelle approximation de la fonction objectif. À l'origine, cette méthode a été conçue pour l'optimisation des fonctions du type boîte noire dont le coût d'évaluation est très élevé. Elle a été souvent et reste souvent utilisée pour des problèmes d'intelligence artificielle, notamment
pour les réglages des paramètres lorsqu'il s'agit de créer des réseaux de neurones. Remarquons d'abord que les méthodes de ce genre reposent sur deux outils. Le premier est un outil de choix de nouveaux points xn plus 1. Le deuxième est un outil de construction d'une approximation de la fonction objectif à partir des données disponibles. Dans le cadre de l'optimisation bayésienne, ces deux outils portent des noms. Le premier est la fonction d'acquisition, qui permet de décider quel sera le nouveau point xn plus 1. Le deuxième est le modèle de substitution, qui permet de construire l'approximation de la fonction objectif. Nous pouvons trouver dans la littérature des fonctions d'acquisition usuelles. La première est la probabilité d'amélioration. Dans ce cas, nous allons considérer les points xn plus 1 comme étant celui qui maximise la probabilité d'avoir la valeur de l'objectif inférieure ou égale à la valeur de l'optimum plus un petit écart. La deuxième fonction, c'est le gain moyen, dit aussi regret. Enfin, nous avons l'entropie conditionnelle, dans laquelle nous allons minimiser l'entropie du point par rapport à la fonction objectif approchée. De nos jours, la méthode la plus utilisée est celle du gain moyen. Toujours dans la littérature, il existe un modèle de substitution très populaire. Il s'agit du modèle d'un processus gaussien, c'est-à-dire que nous allons remplacer la fonction objective par une loi normale. L'explication pour ces choix réside dans le fait que le conjugué bayésien d'une loi normale est une loi normale. En effet, la correction bayésienne d'une densité de probabilité conditionnelle suit la formule de Bay qui est voici. Dans le cas où θ est un paramètre distribué selon une loi normale et la loi conditionnelle de x par rapport à θ est elle aussi une loi normale, alors la loi conditionnelle de θ par rapport à x, qui se trouve à gauche de cette expression, est elle aussi une variable normale. De plus, nous pouvons calculer sa moyenne et son écart type en utilisant les formules que voici. Lorsque nous disposons d'un échantillon x1, xn des valeurs d'x, nous pouvons généraliser cette expression et déterminer m et sigma à l'aide des expressions que voici. Si sigma de x est inconnu et la valeur d'x est estimée, nous pouvons utiliser la moyenne empirique et l'écart type empirique pour obtenir des estimations de m et de sigma. Ainsi, il est commode d'utiliser une suite de gaussiennes comme modèle de substitution, puisque nous disposons d'un formulaire qui nous permet d'actualiser les valeurs de moyenne et d'écart type de manière très simple. Dans ce cas, nous allons utiliser comme fonction approchée, comme modèle de substitution, une loi normale de moyenne MF et écart type sigma f.
Il est intéressant de noter que les gains moyens peuvent être calculés de manière simple dans ces cas. Nous avons donc une formule explicite pour les gains moyens. Nous allons exploiter cette formule pour déterminer les points qui rendent les gains moyens maximales. Ces expressions peuvent être utilisées pour calculer xn plus 1 de manière simple. Par exemple, nous allons approcher la valeur optimale de f comme étant la meilleure valeur calculée jusqu'à présent. Et nous pouvons calculer les moyennes et les écarts types en utilisant les échantillons disponibles. Nous avons alors une manière simple de déterminer les points qui réalisent les maximums du gain espéré. Une autre stratégie pourrait consister en utiliser un vecteur gaussien contenant tous les points. Dans ces cas, nous travaillons non pas avec une variable gaussienne, mais avec un vecteur gaussien. La moyenne MN est ici un vecteur et C est une matrice de covariance. On peut trouver dans la littérature de nombreux variants de ces idées fondamentales. Il existe cependant un qui est le plus populaire. Il s'agit du modèle proposé par Frazier dans sa publication Un Tutorial on Bayesian Optimization. Comme vous voyez ici, il existe dans ce cas un formulaire qui permet de déterminer les modèles approchés. À chaque étape, nous allons calculer la valeur du mu n et la valeur du sigma n qui sont données par les formules ici présentes. La valeur du sigma 0 est une matrice qui contient les valeurs de sigma 0 dit xi, xj, où sigma 0 est dit le kernel. Et la valeur du mu est calculée à l'aide d'une fonction de moyenne qui consiste dans un développement de l'expression attendue du mu dans une base hilbertienne. Le plus souvent, on utilise en réalité une approximation très simple d'ordre 1. Par exemple, mu0 de x égale à x. L'intéressant, c'est que comme dans les cas précédents, il est possible de déterminer les gains espérés de manière explicite. Nous pouvons alors déterminer les maximums du gain espéré en maximisant cette fonction qui est connue. Il faut noter qu'il faut trouver les maximums du gain espéré à chaque itération. Il faut donc résoudre un sous-problème d'optimisation à chaque itération. Il s'agit d'un problème à deux niveaux d'optimisation. Attention à la malédiction de la dimensionnalité. Si la dimension est trop grande, cette méthode peut s'avérer peu utile en pratique. Et attention au théorème NFL. Rappelons-nous qu'il n'existe aucune méthode qui soit absolument meilleure que les autres dans des situations absolument générales. Ces sauvegardes étant posées, considérons un exemple. La fonction que nous avions déjà considérée, f de x égale à x plus sinus x exponentielle de moins x2 sur 2. Nous cherchons son minimum sur l'intervalle moins 5, 5. Nous allons, dans ce qui suit, calculer les maximums de la fonction d'acquisition en utilisant les sous-programmes fminbound de MATLAB. Quant au kernel, nous allons utiliser un kernel exponentiel avec un coefficient 1. Il sera égal à exponentielle de moins x moins y au carré. Nous démarrons avec 5 points tirés au hasard.
Nous voyons ici en bleu les 5 points tirés et en rouge la valeur optimale d'f pour cet ensemble de points. On détermine les maximums de la fonction d'acquisition à l'aide de f-min-bound. On obtient alors les nouveaux points qui est indiqué ici par la flèche verte. Avec les nouveaux points, nous actualisons notre modèle de substitution et nous déterminons un nouveau point. Les voici indiqués par la flèche verte. En continuant les itérations, nous allons encore déterminer un nouveau point en maximisant la fonction d'acquisition. Et ainsi de suite. Considérons un deuxième essai. Nous tirons au hasard encore 5 points. Nous générons un point supplémentaire et actualisons la fonction de substitution. Déterminons un nouveau point et actualisons à nouveau la fonction de substitution. Déterminons encore un point et continuons ainsi jusqu'au moment où nous allons déterminer des valeurs qui sont stables pour les minimums. Voici un troisième exemple. Nous tirons au hasard encore 5 points. Nous maximisons la fonction d'acquisition qui nous génère un autre point et nous continuons la procédure en déterminant à chaque fois de nouveaux points. Il faut noter que MATLAB propose une méthode d'optimisation bayésienne à travers la commande BayesOpt, qui est présente dans la Toolbox Statistics and Machine Learning. Voici un exemple d'utilisation de cette commande pour minimiser la fonction que nous venons d'étudier. Et voici les résultats affichés par MATLAB lorsque nous lançons les programmes présentés dans la diapositive précédente. Comme nous voyons, la fonction de substitution peu à peu prendre la forme de la vraie fonction et l'optimum est bien calculé. Les choix qui ont été présentés sont les plus populaires à cette date. Cependant, si vous avez besoin, vous pouvez vous affranchir de ces choix. Par exemple, l'outil du choix de nouveaux points xn+1 peut être défini selon vos besoins et la situation particulière que vous avez à traiter. Vous pouvez toujours définir une fonction d'acquisition adaptée à votre situation. De la même manière, l'outil de construction d'une fonction de substitution peut être adapté à vos besoins particuliers. Par exemple, nous pouvons facilement construire des méthodes hybrides. Un exemple de méthode hybride, très simple à obtenir, consiste à changer la manière dont nous allons générer les nouveaux points. On va maintenant générer les nouveaux points en 2 étapes. Dans une première étape, on applique la méthode de gradient à pas fixe, ce qui va générer un nouveau point que nous allons rajouter à la population. Ensuite, nous appliquons la méthode bayésienne. Nous déterminons les points qui maximisent la fonction d'acquisition et nous rajoutons ces nouveaux points à la population. On obtient ainsi une méthode qui va générer 2 points à chaque fois et qui combine la méthode bayésienne avec la méthode de gradient à pas fixe.
Voyons comment ça fonctionne. Considérons à nouveau la fonction que nous étudions précédemment et une population de 5 points tirés au hasard que voici. À la première itération, nous allons créer 2 nouveaux points. Nous allons appliquer une première méthode de gradient à part fixe qui va nous donner les premiers points bleus qui se trouvent les plus à gauche dans les creux de la fonction. Et ensuite, nous allons appliquer la méthode bayésienne qui va nous fournir les deuxièmes points qui se trouvent un peu plus à droite. Comme nous voyons, en une seule itération, nous sommes déjà avec une très bonne estimation du minimum. Si nous faisons une deuxième itération, les résultats s'améliorent. Et si nous continuons les itérations, par exemple ici nous avons les résultats à l'itération numéro 10, nous sommes pratiquement avec la valeur exacte du minimum. Comme nous voyons, cette méthode hybride fonctionne. Nous avons en effet une convergence vers un résultat très proche de la valeur exacte en 2 itérations seulement. Et nous avons un résultat qui est pratiquement la valeur exacte en 10 itérations. L'erreur absolue entre le point du minimum exact et les points calculés est de 10 moins 3. Le résultat est donc précis jusqu'à la 3e décimale. Bien évidemment, d'autres hybridations sont possibles. Dans ce domaine, la seule limite est votre imagination. Rappelons que la convergence de ces méthodes sont justifiées par les 3 théorèmes fondamentaux. En effet, les méthodes bayésiennes et les méthodes hybrides, telles celles qui ont été présentées, rentrent dans le cadre général défini dans l'exposé sur les méthodes stochastiques. Pour les voir, il suffit de considérer une population Hessienne formée des points calculés jusqu'à présent et définir des opérateurs de reproduction, mutation et sélection adaptés. Par exemple, pour une méthode bayésienne pure, nous pouvons définir la mutation comme étant l'application de la fonction d'acquisition combinée à la fonction de substitution. Cela nous génère un nouveau point x indice n plus 1. L'opérateur de sélection consistera simplement à agréger ces nouveaux points à la population existante. Nous avons donc une nouvelle population Sn plus 1 formée des points précédents x1, xn et de points xn plus 1. Si nous générons 2 points, comme dans la méthode hybride, la méthode est analogue, nous allons agréger les 2 points à la population Sn. Avec ces définitions, la convergence est assurée par les théorèmes fondamentaux, du moment où nous gardons un élément stochastique convenable dans la chaîne d'opérations, dans les mêmes conditions que celles du chapitre sur les méthodes stochastiques. Cependant, il faut noter que nous n'avons pas effacé la malédiction de la dimensionnalité et les théorèmes NFL. Ces méthodes, pour si performantes qu'elles puissent être, ne peuvent pas être performantes dans toutes les situations possibles. Il y aura toujours des situations où elles seront moins performantes que d'autres méthodes. En outre, si la dimension du problème devient trop grande, nous ne pouvons plus assurer qu'en pratique, nous serons capables de déterminer
les minimums par ces moyens. Un des problèmes pratiques des méthodes bayésiennes, mais qui existe aussi dans les autres méthodes stochastiques, est celui du réglage des paramètres. Pour maîtriser tout cela, il convient de passer à la pratique. Merci, au revoir.